Je voudrais surtout que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas toujours compris les raisons de mon engagement, d'avoir accepté de devenir délégué interministériel et de m'être donc éloigné de l'Afrique, comprennent que ce sont mes engagements et mon militantisme. Je ne pouvais pas laisser ma communauté, celle des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais, des Français d'outre-mer, les laisser dans une situation de discrimination alors que l'on m'appelait, alors que l'État français m'appelait et me demandait de jouer un rôle. En tant que délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, cela fait une année que vous avez été nommé. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, vous vous apprêtez à quitter votre poste. Quel est le bilan que vous faites? Le 25 mars 2011, j'ai été nommé en Conseil des ministres par le président de la République. Ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque vous comprenez les difficultés que rencontrent les Français d'outre-mer, qui, dans leur grande majorité, sont noirs ou métissés, hein, soyons très clairs. Lorsque vous voyez les problématiques de discrimination qu'ils rencontrent en France hexagonale, puisque le champ d'action de la délégation interministérielle, c'est l'Hexagone, le ministère de l'Outre-mer, lui en revanche, gère l'Outre-mer, c'est-à-dire tous les territoires et départements d'Outre-mer. Moi, je vois la violence de la discrimination. Je vois les répercussions que ça a sur la vie des gens, et depuis des années, des décennies, les générations sacrifiées parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, donc à cause de leur faciès ou à cause de leurs adresses. Lorsque l'on habite dans les quartiers populaires, on appelle banlieue, et que moi de temps en temps aussi, j'appelle Bantoustan, hein, pour rappeler les épisodes de l'Afrique du Sud, parce que c'est bien de cela dont on parle. On parle bien de gens qui sont relégués dans leur quartier, dans leurs conditions sociales. Et moi, j'ai décidé de m'engager, parce que ce sont mes combats depuis l'âge de 17 ans, sur toutes ces questions-là. J'ai voulu travailler aussi bien sur la précarité, en créant le programme Solidarité, qui permet au quotidien de distribuer des colis repas aux personnes les plus en difficulté, également travailler sur la réinsertion et travailler sur l'hébergement provisoire de nos originaires d'outre-mer, provisoire et gratuit. Et j'ai voulu aller beaucoup plus loin. Je me suis donc appuyé sur l'action d'une association qui ne travaille que sur cela depuis 33 ans, qui s'appelle la Case sociale antillaise. J'ai voulu m'appuyer sur cette association-là, mais amplifier son travail. Et de quelle façon j'ai amplifié son travail? Eh bien, c'est en amenant des moyens supplémentaires, en amenant des personnalités qui pouvaient fédérer autour d'elles, en amenant des entreprises également qui donnaient de l'argent, et puis en négociant avec des compagnies aériennes la possibilité d'avoir des billets d'avion gratuits pour les personnes les plus en difficulté, qui n'avaient pas les moyens de rentrer chez elles, pour qu'elles puissent bénéficier de ces billets, qu'elles soient dans la zone Caraïbe ou dans la zone de l'océan Indien. Donc ça, c'est vraiment important. Lorsqu'on est en France hexagonale, lorsqu'on a besoin parfois de se ressourcer auprès des siens, retrouver un peu sa terre pour retrouver de l'énergie, pour revenir à nouveau dans le ventre de la bête, de la condition sociale difficile que connaissent certains, eh bien, leur donner la possibilité de rentrer chez eux, être auprès des leurs, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ça, on l'a mis en place. On a mis en place aussi la possibilité de donner à des enfants la chance de participer à une manifestation magique, à ce qu'ils puissent bénéficier de cadeaux au moment de Noël. J'ai baptisé cette opération Noël pour tous. Tout ça, c'est dans le cadre du programme Solidarité. Et celles et ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur ça peuvent aller sur le site www.ultramarin au pluriel .gouv.fr pour voir un peu toutes les actions de la délégation. Travailler sur la jeunesse aussi. J'ai mis en place des rencontres avec les jeunes étudiants, très diplômés ou pas forcément très diplômés, donner la possibilité, avec le programme Nos Outre-mer ont des talents, eh bien, de permettre à de jeunes étudiants d'avoir des parrains issus des plus grandes entreprises françaises, mais surtout de leur permettre d'entrer dans le monde de l'emploi, d'obtenir leur premier emploi et enfin de ne plus être victimes de cette discrimination parce qu'ils sont très diplômés et que dans certains milieux, on n'a pas envie de voir de noir. C'est ça la réalité. Voilà sur quoi on travaille. Travailler sur l'entreprise, parce que nos communautés, aujourd'hui, sont des communautés qui entreprennent. Et donc j'ai souhaité travailler, mettre en place un programme baptisé « Pourquoi pas moi ?» C'était le premier forum
pour l'égalité des chances entrepreneuriales. Ce n'est pas rien. Dans ce pays, c'était la première fois qu'on organisait ça. Nous l'avons organisé. Et ça a été une réussite. Nous avons également organisé les premières assises des professionnels des musiques d'outre-mer, parce que ce sont des moments importants pour nous. Ces moments de musique ont forgé nos identités. Et pour nous, la musique, elle revêt une signification différente que pour les Européens, pour les Occidentaux. C'est-à-dire, elle nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. C'est une part importante de nos personnalités et de nos identités. Et vous avez des professionnels qui, malheureusement, ont vécu plus comme des cigales que comme des fourmis, et qui ont perdu énormément en termes de part de marché, en termes d'entreprises également qui étaient prospères et qui ont périclité, qui ont énormément perdu sur le terrain de l'entreprise. Et moi, j'ai souhaité aider ces professionnels et leur donner la possibilité de retrouver un cadre, de discuter autrement avec les instances publiques et les instances privées également. Et au sortir de ces premières assises, eh bien, a été créée la première entité représentative des professionnels des musiques d'outre-mer. Et ils seront beaucoup plus forts. Moi, ce que je souhaite, c'est organiser la communauté, organiser autour des associations également. Je suis en train de créer la première fédération des associations d'outre-mer de l'Hexagone, une fédération donc nationale, c'est très important. Organiser les uns les autres aussi autour des fonctionnaires. Nous savons que c'est une communauté où il y a beaucoup de fonctionnaires. S'organiser, là encore, pour être beaucoup plus fort. Je parlais de l'organisation et je voudrais en revenir aux médias. Là encore, il y a beaucoup de médias d'outre-mer dans l'Hexagone. Ce sont de petits médias en règle générale, certains sont plus puissants que d'autres, mais ce ne sont pas les grandes chaînes de télévision françaises ou les grandes radios françaises. Donc il fallait faire en sorte que les uns et les autres soient plus forts, et pour être plus fort, il faut s'organiser. Comme je dis souvent, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Et j'ai créé le CMOM, le Club Média Outre-mer. Et tous sont réunis dans cette entité et désormais parlent de projets communs et d'actions communes pour être plus forts et pour valoriser nos identités et notre présence dans ce pays. Je pourrais vous parler de justice, mais je pense que les uns et les autres iront sur le site pour voir les combats que nous avons menés sur la justice. Ce qui est important, vous savez, c'est aussi de reconstruire les imaginaires. Et l'imaginaire du français blanc, il voit le noir ou le non-blanc, en tout cas, puisqu'en Outre-mer, il y a des métissés, des gens qui ont des origines d'Asie, d'Inde également. Il voit quelque part, de façon très inconsciente, hein, dans toutes ces terres-là, dans tous ces territoires-là, les confettis de l'ancien empire colonial français. Et donc, dans leurs esprits, eh bien, tous ces Français, ben non, le racisme n'est pas très important, mais non, ils sont traités comme les autres. Je vais vous donner un exemple qui prouve qu'ils ne sont pas traités comme les autres. Lorsque vous regardez la télévision française, quelque chose de très basique, mais que tous les Français regardent, c'est la météo, eh bien vous voyez que les seules terres qui incarnent la France sont l'Hexagone, donc la carte de la France proprement dite, et la Corse. Tous les départements d'outre-mer ne sont pas représentés, parce que dans l'esprit des gens, ce n'est pas tout à fait la France. Eh bien moi je me suis battu contre ça, TF1 désormais fait la météo de l'outre-mer, France 2 également, j'attends que France 3 le fasse. Nicolas Taverneau, le président d'M6, m'avait dit qu'il le ferait, puisque j'ai travaillé longtemps sur M6, il ne l'a toujours pas fait, et je vois les réticences de journaux, la presse écrite, donc de radio et d'autres chaînes de télévision qui refusent. Pourquoi refusent? Pourquoi est-ce que ces patrons refusent? Ils refusent parce que dans leur tête, nous ne sommes pas la France. Et ça, il faut que chacun le comprenne. C'est pour cela que moi je plaide aujourd'hui pour qu'en France, il y ait une politique de quotas. Et cette politique de quotas, je l'ai baptisée, puisqu'il faut que la France respecte ses principes, je l'ai baptisée égalité républicaine. Je ne l'ai pas baptisée discrimination positive ou affirmative action, tout cela. Égalité, ça fait partie des fondements de la France, liberté, égalité, c'est dans notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité. Égalité, et puisque la République se targue d'être égalitaire et que chaque citoyen a des droits et des devoirs, eh bien, les droits de certains Français aujourd'hui non blancs, eh bien, c'est de respecter le fait que leur couleur de peau ne soit pas la même, mais que ce ne soit pas un handicap dans leur société. Donc, égalité républicaine. C'est une vraie politique de parité ethnique. Il y a de nombreuses années, cette politique de parité hommes-femmes en politique et dans les conseils d'administration, eh bien, on va devoir, et à tous les niveaux de la société française, aussi bien au poste de responsabilité dans le public
comme dans le privé, qu'il y ait des Français non blancs qui occupent des postes. Et là, ça dépasse mon cadre de l'outre-mer. On est dans un vrai projet de société qui peut changer la France, qui peut changer les imaginaires, de part et d'autre d'ailleurs, mais qui peut faire que la France, qui, contrairement à ce que l'on dit, ne subit pas qu'une crise, la crise économique, la France subit une deuxième crise, c'est la crise identitaire. La France a du mal à se penser comme elle est. Justement, dans l'une de vos interviews, vous aviez dit que la France a du mal à accepter tous ses enfants. Quand vous parlez de tous ces enfants, vous faites allusion aux Noirs? Bien sûr. Mais bien sûr, les enfants de la France, désormais aujourd'hui, puisque ça c'est le poids de l'histoire, hein, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, eh bien, il y a des Français aujourd'hui qui ne sont plus noirs, qui sont métissés, qui sont indiens, qui sont asiatiques. Ça, c'est l'histoire de la France à travers ses conquêtes coloniales qui s'expriment, qui sont désormais visibles. Et donc, la France ne peut pas opposer aujourd'hui à ces Français la discrimination, la relégation, le non à la repentance. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'esclavage et des crimes de la colonisation, on ne peut pas faire ça. La France doit respecter tous ses citoyens. Et donc tous ses enfants, et les enfants aujourd'hui de la France ne sont plus blancs. Si en 1900, être français, c'était être blanc et catholique, puisque même pour les juifs c'était compliqué, on les appelait les Israélites, en 2012, il n'y a plus de couleur de peau, ni de religion pour être français. Et ça, il va falloir que tous les Français, que la classe dirigeante, politique, économique, intellectuelle, le comprennent et l'acceptent. Justement, mais est-ce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que la voix des Noirs n'est toujours pas prise en compte? Comment vous expliquez cela? Tout simplement parce qu'il y a deux choses à cela, il y a deux raisons. La première raison, moi j'aime à répéter cette phrase, il est important que l'Afrique soit forte, tous pour un même but, voilà notre force. Le problème c'est que bon nombre de nos dirigeants sur le continent n'ont pas fait en sorte que l'image de l'Afrique soit une image positive. Justement, Claudie, lorsque vous avez été nommé délégué interministériel, ça a créé beaucoup de bruit. En tout cas, certaines personnes n'ont pas compris. Mais comment Claudie, étant un homme de la gauche, achète une nomination de la droite? Et aujourd'hui, après le bilan que vous faites, on s'aperçoit que c'est positif. Oui, alors, oui. Et puis je pourrais partir sur d'autres choses. On parlait d'identité tout à l'heure, d'histoire. Parce que les uns et les autres, encore une fois, ont une mauvaise lecture. Lorsque l'on est noir dans ce pays, en France, il y a eu la gauche, il y a eu la droite, il y a eu cohabitation entre eux. Le racisme et les discriminations envers nous n'ont jamais changé. Jamais. Et donc il faut que les gens arrêtent d'être dans ce manichéisme de la gauche c'est mieux et la droite c'est pas bien. Sur ces questions-là, les deux sont à blâmer. Les deux ont commis des erreurs et les deux entretiennent encore des erreurs. Mais moi je constate toujours que lorsque la droite arrive au pouvoir, c'est à ce moment-là qu'il y a une telle confrontation peut-être, hein, qu'il y a des avancées, qu'il y a plus de pragmatisme dans les questions. Moi c'est la droite qui m'a appelé. À chaque fois, lorsque vous avez vu qui a nommé Ramayad, qui a nommé Rachida Dati, qui a nommé quelqu'un comme Jacques Martial à la première institution culturelle de France, c'est un homme de droite, c'était Jacques Chirac. Enfin, vous voyez, et puis pour Ramayad et pour Rachida Dati, c'est Nicolas Sarkozy. C'est ça la réalité aussi des choses. Lorsque Jospin avait son gouvernement, je suis désolé, je n'ai pas vu de Noirs dans ce gouvernement, je n'ai pas vu de Maghrébins dans ce gouvernement. C'est ça aussi la réalité. Il faut que les uns et les autres comprennent. Donc moi, lorsqu'on les ont dit j'étais un homme de gauche, je n'ai jamais été un homme de gauche. Mais je n'ai jamais été un homme de droite non plus. Et au moment où je vous parle, et je l'ai dit même lors de conventions UMP consacrées à l'outre-mer, je ne suis pas encarté à l'UMP, je ne serai jamais encarté à l'UMP, et je ne serai jamais encarté dans aucun parti. Le jour où je serai dans un parti, ça veut dire que dans ce pays, en France, il n'y aura plus de problème de discrimination sur la couleur de la peau des gens ou sur la religion des gens. Tant que ce n'est pas le cas, moi je garde ma liberté de penser et je garde ma liberté et ma possibilité de discuter aussi bien avec la droite que de discuter avec la gauche. Je voudrais surtout que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas toujours compris les raisons de mon engagement, d'avoir accepté de devenir délégué interministériel et de m'être donc éloigné de l'Afrique, comprennent que ce sont mes engagements et mon militantisme. Je ne pouvais pas laisser ma communauté, celle des Antillais, des Guyanais, des Réunionnais, des Français d'outre-mer, les laisser dans une situation de discrimination alors que l'on m'appelait, alors que l'État français m'appelait et me demandait de jouer un rôle. Moi, je ne pouvais pas imaginer que l'on m'appellerait. Je ne pouvais pas imaginer parce que je suis tellement en réaction, j'attaque tellement que j'étais très étonné.
Et puis finalement, vous pouvez continuer dans votre confort, hein, d'attaquer les uns les autres à travers des déclarations, à travers à la radio, à la télévision, sur Internet. Vous pouvez vous amuser à ça, être un militant médiatique, hein, dans les médias, voilà, juste dans les médias. Et ne pas retrousser les manches et dire j'y vais, au risque de perdre votre image, au risque d'être attaqué. Mais vous devez pouvoir jouer un rôle. Et moi, j'ai décidé d'entrer dans la citadelle et de pouvoir régler certains problèmes. Je ne regrette pas d'avoir fait. J'ai eu raison.